Le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, a procédé jeudi dernier au lancement des premières journées nationales d'infectiologie au Bénin. C'est le palais des congrès de Cotonou qui a servi de cadre à cette activité. Séance de formation mercredi dernier à Cotonou des acteurs privés du secteur de la santé sur la gestion de l'infodémie liée à la pandémie de Covid-19 au Bénin. C'est une initiative du ministère de la Santé à travers l'Agence nationale des soins de santé primaire. Et puis en interactualité, le vice-président Kenya, William Ruto, déclaré vainqueur de la dernière présidentielle, a annoncé dimanche qu'il va respecter la décision finale de la Cour suprême. Pour rappel, la Cour avait été donc saisie par le chef de l'opposition, Raila Odinga, qui veut obtenir l'annulation des résultats des élections. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision, un an après la création et l'installation des membres de l'Institut national de la femme. Il a semblé important pour ses responsables de faire une conférence de presse dans un format de compte rendu et de repositionnement des objectifs de cette structure qui lutte pour le mieux-être de la femme. Suivons ici le point. L'Institut est engagé dans sa mission de faire en sorte que la vie quotidienne des femmes, des jeunes femmes et des filles du Bénin soit améliorée, et que chacun puisse exprimer librement son potentiel, que les femmes puissent avoir les mêmes chances et les mêmes opportunités que les jeunes garçons et que les jeunes hommes, pour poursuivre ses études, qui pour poursuivre sa formation, qui pour participer à la vie politique et publique, etc. Sur le statut socio-économique des victimes, comme je l'ai dit, nous sommes en proie vraiment à une tendance des jeunes femmes à accepter de vivre en couple en renonçant à leur travail, en renonçant à la poursuite de leurs études, en renonçant à une formation, etc. Beaucoup de femmes sont venues nous dire que leur mari a demandé leur compagnon a dit de ne pas travailler. Beaucoup de femmes ont dit que progressivement, elles ont, à force de n'être occupées qu'aux tâches domestiques, qu'elles ont perdu leur travail. Et beaucoup de jeunes filles semblent ne pas être gênées par l'idée d'accepter de vivre aux côtés d'un homme sans avoir de travail. Donc cela nous préoccupe et nous devons vraiment travailler à ce que dans les sensibilisations que l'Institut national va faire, le réveil des femmes à la découverte d'elles-mêmes, le relèvement de l'estime de soi, qui va faire que les femmes vont comprendre qu'elles sont nées avec du potentiel, qu'elles sont nées avec, il y a une destinée pour elles, et que cette destinée ne se confond pas au mariage. Leur destinée ne se limite pas au service à l'homme avec lequel elles ont décidé de se mettre, mais qu'elles ont aussi une destinée propre aux côtés de cet homme. Je crois aussi qu'il est important que dans notre sensibilisation, nous rappelions également que les charges du ménage sont partagées. Le Code des personnes et de la famille a dit que chacun apporte, le père, la mère, l'époux, l'épouse apporte sa part de contribution selon ses moyens aux charges du ménage. Certains des hommes que nous invitons, des maris ou des concubins que nous invitons, se moquent de nous, nous raccrochent au nez, nous disent qu'ils ont de l'entre-gens et que nous pouvons continuer, nous pouvons même aller plus loin pour les poursuivre. Mais de l'autre côté, je dois dire qu'il y a aussi, on va dire, une catégorie dont nous espérons qu'elle va croître, d'hommes qui viennent et qui disent « Oh là là, je ne veux pas d'histoire, je ne veux pas aller à la criette, asseyons-nous, on va régler ce cas à l'amiable. » Le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, a procédé ce jeudi 1er septembre 2022 au lancement des premières journées nationales d'infectiologie du Bénin. C'est le palais des congrès de Cotonou qui a servi de cadre à cette activité. Elle a réuni plusieurs experts venus de plusieurs pays du monde pour cette activité. Romaric Dossard fait le compte rendu. Première journée nationale d'infectiologie du Bénin, JNI.
Une initiative de la Société béninoise de pathologie infectieuse et tropicale. Les idées vont converger cette année autour de la thématique centrale, qualité et sécurité des soins en infectiologie, un défi de développement durable dans les pays à ressources limitées. Je voudrais, avant tout propos, souhaiter la bienvenue à tous les congressistes à cette rencontre scientifique, une première dans l'histoire de l'infectiologie au Bénin, dans cette auguste salle du Palais des Congrès de Cotonou. Je me réjouis du démarrage effectif ce jour, 1er septembre 2022, des premières journées nationales d'infectiologie du Bénin. Ces premières journées scientifiques d'infectiologie qui mobilisent tous les acteurs du système sanitaire autour de la question de la qualité et de la sécurité des soins témoignent de l'engagement de la jeune société béninoise d'infectiologie à l'amélioration de l'offre des soins de la santé et du bien-être dans notre pays. La qualité et la sécurité des soins est une préoccupation majeure du gouvernement et particulièrement du chef de l'État, le président Patrice Talon. C'est pourquoi un accent tout particulier a été mis sur le contrôle de la qualité des prestations de soins et le développement de la médecine hospitalière. Je pense que ce matin, vous avez pu avoir un aperçu à travers les premières conférences de la situation qui prévaut au niveau de notre pays. Pour le ministre Benjamin Hunkpati, le développement de l'infectiologie est indispensable pour garantir une lutte efficace contre des pathologies infectieuses. Notamment le dernier qui est passé, le virus de la COVID-19. En effet, les agents infectieux rendent de plus en plus difficile notre quotidien par leur endémicité, leur capacité à infester nos hôpitaux, leur capacité à rendre plus complexes les schémas thérapeutiques ou même par les épidémies ou pandémies qu'ils provoquent. La pandémie de la COVID-19, comme je le disais tantôt, a prouvé combien le rôle des infectiologues est important dans la gestion des épidémies et dans l'amélioration de la qualité de la prise en charge des maladies infectieuses. Je n'ai donc aucun doute sur votre capacité à dresser au cours de cette journée le bilan de la riposte de la COVID-19 en vue d'en tirer des leçons pour le futur. Nous venons de clôturer les sessions de la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique à Lomé. Et ces thématiques étaient au cœur des débats. Mais plus encore, la question des autres urgences qui pourraient surgir ou ressurgir était au cœur de nos discussions pour voir comment mieux nous préparer, comment mieux faire face. Et quand je regarde les acteurs qui sont dans cette salle, je pense bien que pratiquement toutes les disciplines sont représentées. C'est vous dire combien la question est importante et d'importance. Le ministre de la Santé lance ainsi les travaux de l'édition 2022 de la JNI. Séance de formation mercredi dernier à Cotonou des acteurs privés du secteur de la santé sur la gestion de l'infodémie liée à la pandémie de Covid-19 au Bénin. Cette initiative du ministère de la Santé à travers l'Agence nationale des soins de santé primaire vise à associer davantage les acteurs du privé pour l'amélioration de la couverture vaccinale au plan national. Romaric Dossa pour le point. Ils sont tous acteurs du privé dans le secteur de la santé au Bénin. Réunis dans cette salle à Cotonou, ils bénéficient d'une formation qui a pour objectif de les outiller contre l'infodémie liée à la pandémie du coronavirus. Des mesures ont été prises, notamment la vaccination, pour donc arrêter la chaîne de transmission donc, du virus. Force est de constater que nous avons encore une couverture vaccinale insuffisante du fait de la réticence de la population liée aux fausses rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Pour donc améliorer et corriger cette situation, l'Agence nationale des soins de santé primaire a initié cet atelier pour outiller les participants ici présents
par rapport donc à la gestion des fausses informations liées à la COVID-19 dans les différents départements du pays. Il faut dire que le Bénin s'est fixé comme objectif d'atteindre 60% de couverture. Mais aujourd'hui, nous sommes à 35%. Donc comme vous le constatez, nous n'avons pas atteint nos objectifs et raison pour laquelle, avec l'appui de nos partenaires, nous continuons donc de mobiliser les populations, continuons de mobiliser les différents acteurs et c'est pour ça que nous avons pensé à vous. On sait que le secteur privé aujourd'hui prend environ 52% des cibles. Donc vous avez beaucoup de masques qui passent chez vous et on aurait vivement souhaité que vous contribuiez de façon efficace à sensibiliser les communautés pour qu'ils puissent adhérer à la vaccination. L'animation des différents panels inscrits à l'ordre du jour a permis à ses participants d'avoir une idée plus claire des difficultés rencontrées dans la vaccination de masse et des efforts qui restent à fournir. Chers collaborateurs, le défi qui reste à relever est donc celui de mobiliser les populations pour leur forte adhésion à une vaccination complète. C'est pour cela que je voudrais vous inviter, vous acteurs du secteur privé, à un engagement personnel aux côtés du ministère de la Santé et partenaires techniques et financiers ici représentés, à lutter efficacement contre cette pandémie. La vaccination contre la Covid est un acte d'amour. Les vaccins dont nous disposons au Bénin protègent nos proches. Les vaccins que nous utilisons sont sûrs et efficaces et ne devraient pas constituer un frein à la vaccination. La vaccination est accessible à tous les adultes et est recommandée pour les enfants de 12 à 18 ans avec le vaccin Pfizer. Une fois encore, je voudrais vous exhorter à appuyer le gouvernement à travers les sensibilisations des populations pour susciter leur adhésion à la vaccination. Les acteurs présents à ce séminaire sont tous repartis satisfaits des explications des autorités sur la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Le gouvernement donne rendez-vous aux responsables des organisations syndicales le 8 septembre prochain pour la deuxième session de négociation. Le point inscrit à l'ordre du jour concerne les préparatifs de la nouvelle rentrée, mais les organisations syndicales ne sont pas d'accord. Il y a bien d'autres points importants qui méritent d'être abordés selon le secrétaire général de la CSA Bénin, Anselme Amoussou. Je vous propose de suivre ces explications dans ce reportage de Kenneth Egaoui et Mathieu Sossou. La centrale des syndicats autonomes du Bénin n'est pas d'accord que les préparatifs de la rentrée soient le seul point inscrit à l'ordre du jour de la prochaine rencontre avec le gouvernement. La raison évoquée est le silence face aux engagements pris lors de la rencontre avec le chef de l'État en avril dernier. Aujourd'hui, on n'a pas achevé la première session, on n'a pas conclu la première session, on n'a pas abordé les autres points qui sont restés en suspens. Et brutalement, le ministre président de la commission nous invite pour l'ouverture d'une deuxième session qui va parler uniquement de la rentrée. J'avoue qu'en matière de dialogue social, aucun fondamental n'est respecté à travers ce courrier-là. Et c'est ça que nous avons voulu, dénoncer en interpellant le ministre Abdoulaye Biotchane pour lui dire qu'il faut revenir à la norme. La norme pour les organisations syndicales, c'est l'achèvement de la première session de négociation et la satisfaction des revendications déjà évoquées. Celles-ci sont diverses et variées. Nous devons examiner non seulement quelle est la cagnotte maximale que le gouvernement veut mettre dans l'augmentation des salaires et des pensions, deuxièmement, comment la répartition va se faire, et puis nous avons les problèmes de gestion de carrière. La situation des AME aujourd'hui, tout le monde en parle, des gens qui sont sans salaire depuis le mois de juin et ça va continuer jusqu'en décembre. Le SMIC, on s'est entendu avec les employeurs, le gouvernement et on a retenu l'augmentation à 52 000 francs, de 40 à 52 000 francs CFA. Depuis le mois d'avril où cela a été acté par les trois composants du dialogue social, le gouvernement se refuse de prendre le décret qui consacre l'augmentation et qui permet aux privés de pouvoir payer donc ce nouveau SMIC à leurs employés. Toutes ces questions devront être vidées de la table de discussion avant l'ouverture d'une nouvelle session de négociation. À la question de savoir si les travailleurs préfèrent sacrifier la bonne préparation de la rentrée au profit de leurs revendications, la réponse d'Anselme Amoussou est toute tranchée. Vous êtes, disons,
conscients et préoccupés par l'avenir de la relève, d'accord, la formation de la relève. Mais ceux qui doivent préparer cette relève-là, ils sont des citoyens, ils vivent la cherté de la vie, ils vivent l'inflation. Vous ne parlez pas de ça et vous pensez que vous pouvez leur parler de rentrée. Nous ne voulons pas une rentrée folklorique. Nous ne voulons pas une rentrée théorique. Nous ne voulons pas d'une rentrée où les enseignants seront dans les classes, mais n'auront pas le cœur à l'ouvrage, parce qu'ils seraient tenaillés par la faim et la misère. À en croire le syndicaliste, une chose est de préparer la rentrée, mais il est aussi nécessaire de réfléchir au bien-être des travailleurs. En attendant le 8 septembre, il espère que l'autorité prendra en compte les observations faites et que d'autres points seront inscrits à l'ordre du jour. Tout comme d'autres secteurs d'activité, celui de la boucherie constitue également un maillon important de la société. Dans les marchés ou coins de rue de nos grandes villes, l'on note souvent la présence remarquable des hommes qui manipulent la viande dédiée à la consommation. Mais la question qui revient souvent sans cesse à l'esprit est celle liée à l'hygiène sur les aides d'abattage, de même que dans les boucheries et charcuteries. Nos collègues de l'antenne régionale Monokofo ont réalisé une petite enquête sur la préoccupation, la substance à travers ce reportage. Un mouton égorgé sous la pression des flammes, gigot accroché par-ci, vidange des tripes par-là. Ainsi peut-on décrire l'ambiance qui rythme la principale aire d'abattage de la cité de l'Espérance ce matin. Les bouchers viennent ainsi de démarrer leur quotidien. Bienvenue dans leur univers. Un univers dans lequel nous avons effectué une incursion pour constater le respect ou non des règles d'hygiène. On a une caisse qu'on fait par jour pour faire le nettoyage de l'abattoir. La descente en valait la peine puisqu'elle nous a plongé au cœur des réalités de cet environnement. Avant l'exposition de ces denrées animales, à la boucherie, un vétérinaire assermenté passe à une inspection minutieuse après l'abattage. J'ai constaté que les animaux qui sont abattus ce matin sont en bonne santé. Les organes inspectés, une fois le constat fait, nous avons certifié que ces viandes-là sont de très bonne qualité. Dans les points de vente de ces viandes crues, le bon réflexe lié à l'assainissement du cadre n'est pas occulté. Le viande là, ça bonne qualité, tout l'endroit très propre. Tout le jour, moi, venez ici. Toutes ces bonnes notes résultent de la dynamique mise en place par la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Mono. Nous avons donc un certain nombre d'agents vétérinaires appelés à effectuer donc, le contrôle sanitaire de ces denrées animales là sur le terrain, et ils le font quotidiennement. Alors en plus de ce rôle, nous avons constaté qu'il y avait de l'insalubrité au niveau de cet abattoir de Lokossa notamment. Nous avons instruit ces bouchers, donc ces acteurs, de pouvoir donc prendre un certain nombre de dispositions pour assainir le milieu. Notamment, c'est d'abord le plancher sur lequel les carcasses sont manipulées. C'est-à-dire, c'est juste le cimentage qui était là. Nous avons donc demandé à ce que le plancher soit carrelé, les murs également, pour faciliter le nettoyage. Après la cité des Côtes-à-Fond, nous voici aux côtés d'un boucher de la commune de Comé. Toujours dans notre quête de mesurer la dose de propreté dont font montre ces hommes. Pendant que quelqu'un s'occupe d'un caprin déjà abattu, ce bœuf que voici ne tardera pas aussi à subir le même sort devant l'objectif de notre caméra. La carcasse, une fois dépecée, quartiers et côtelettes de viande peuvent être convoyés à la boucherie. Il Peu de temps après, l'arrivée du vétérinaire va corroborer les dires du boucher. Achille, c'est lui qui est chargé de contrôler la qualité des viandes servies aux consommateurs dans les charcuteries de Comé et Grand Popo. Le travail que je viens d'effectuer, c'est l'inspection
après abattage. On fait tout ça là pour s'assurer réellement de la viande que les usagers ou bien la population consomment. Il est vrai que dans les charcuteries, les vétérinaires veillent également au grain. Mais pour un contrôle plus élargi, Madeleine Lafiamora propose. Le nombre d'agents vétérinaires pour couvrir toutes ces charcuteries n'est pas suffisant. Alors les gens continuent donc d'abattre individuellement dans leur coin, ce qui rend le contrôle vraiment difficile. Donc c'est la contrainte que nous avons à ce niveau-là et on en appelle aux autorités la construction d'un abattoir ou tout au moins d'une aire d'abattage moderne qui pourrait permettre donc de centraliser les abattages de ces différents animaux, ce qu'on constate dans les coins de rue. Avant tout achat à la boucherie, tout comme dans une charcuterie, le consommateur peut aussi développer le réflexe de vérifier le cahier de contrôle du vétérinaire. Une astuce non moins négligeable qui viendra en appoint à la veille permanente des structures compétentes. Hors des frontières béninoises à présent, William Ruto, vice-président Kenya, a déclaré vainqueur de la dernière présidentielle, a annoncé dimanche qu'il va respecter la décision finale de la Cour suprême. Pour rappel, la Cour avait été donc saisie par le chef de l'opposition Raila Odinga qui veut obtenir l'annulation des résultats des élections. La Cour devrait annoncer sa décision ce lundi 5 septembre 2022. C'est ce lundi que la Cour suprême du Kenya rendra son verdict confirmant ou invalidant les résultats de la présidentielle du 9 août dernier contestés par Raila Odinga. William Ruto, déclaré vainqueur du scrutin avec 50,49% de voix contre 48,85% pour son rival, a annoncé dimanche lors d'une cérémonie religieuse à Nairobi qu'il respecterait la décision des juges du contentieux électoral. Nous respecterons la décision du pouvoir judiciaire parce que nous sommes dans un pays fondé sur l'état de droit et le respect de toutes les institutions. C'est la seule façon de rester démocratique, c'est la seule façon de respecter la Constitution. C'est aussi la seule façon pour les citoyens de la République du Kenya d'être égaux. Vendredi, la coalition pro-Odinga a assuré qu'elle s'inclinerait aussi devant la décision de la justice. L'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental a terminé dimanche sa visite de 2 jours dans les camps de réfugiés à Tindouf en Algérie après celle de janvier. C'est la deuxième tournée de Stéphane de Mistura dans la région depuis qu'il a été nommé en novembre. Il s'était donc aussi rendu au Maroc en juillet au cœur de son déplacement samedi et dimanche, des rencontres avec les représentants du Front Polisario, mouvement indépendantiste qui réclame donc un référendum. Reportage. L'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Stéphane de Mistura, a rencontré samedi des représentants des indépendantistes du Front Polisario à Tindouf en Algérie, dans le cadre de sa deuxième tournée dans la région. Il s'est entretenu avec le chef de la délégation des négociateurs, Katri Abdou, et le représentant du Polisario à l'ONU, Omar Sidi Mohamed. Le Polisario est engagé en faveur d'une paix juste et s'engage à défendre par tous les moyens le droit du peuple sahraoui à atteindre ses objectifs légitimes pour l'autodétermination et l'indépendance. Nous allons continuer à défendre nos droits. Nous avons porté le message des femmes sahraouis dans les territoires occupés qui demandent aux représentants de venir visiter pour voir la réalité de la situation. La question du Sahara occidental divise le Maroc et l'Algérie qui soutient le Front Polisario. Le Royaume propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté, mais les indépendantistes réclament un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU prévu lors de la signature d'un cessez-le-feu en 1991. En Europe à présent, qui succédera à Boris Johnson? Les Britanniques connaîtront le nom de leur futur Premier ministre ce lundi 5 septembre 2022 au terme d'un été de campagne et du vote des adhérents du Parti conservateur. L'ancienne chef de diplomatie, Liz Truss, est la favorite face à l'ex-ministre des Finances, Rishi Sunak.
Qui de Liz Truss ou Rishi Sunak sera le nouvel occupant du 10 Downing Street? Dans seulement quelques heures, les Britanniques auront le nom de leur nouveau Premier ministre. La course entre ces conservateurs se déroule depuis que Boris Johnson a annoncé sa démission début juillet. Avec une expérience plus aboutie, l'actuelle secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Liz Truss, est donnée favorite. Elle serait la troisième femme à occuper ce poste après Margaret Thatcher et Theresa May. Bien qu'elle se soit engagée à réduire les impôts, elle a aussi la réputation d'être inflexible et cela s'est vu dans les négociations avec Bruxelles. Son cadet Rishi Sunak a été ministre des Finances. Il a promis de lutter contre l'inflation tout en jugeant irréalistes les promesses de réduction d'impôts de son adversaire. Bien que sa courte carrière politique l'ait vite mené au sommet, il a été accusé d'avoir un rôle dans la chute de Boris Johnson et critiqué pour sa vie très luxueuse. Près de 200 000 membres du Parti conservateur ont voté vendredi dans un climat tendu face au prix exorbitant de l'énergie. Le vainqueur prendra ses fonctions dès mardi. Au Pakistan, une toile de tente a été transformée en école de fortune par une ONG pour pouvoir accueillir les élèves victimes des inondations qui frappent le pays depuis 3 mois et qui ont déjà fait plus d'1 millier de morts. Reportage. À Soukour, au Pakistan, cette toile de tente a été transformée en école de fortune par une ONG pour pouvoir accueillir les élèves victimes des inondations qui frappent le pays depuis 3 mois et qui ont déjà fait plus d'1 millier de morts. Soukour se trouve dans la province du Sindh, l'une des plus touchées, là où les pluies ont été cette année au moins 4 fois supérieures à la moyenne des précipitations des 30 dernières années. Pour les enfants touchés par la pluie et les inondations, nous avons lancé cette école. Nous avons décidé de fournir des équipements éducatifs aux enfants. Les élèves de cette école ont notamment reçu des fournitures scolaires et de la nourriture. Le Pakistan, qui a déjà été confronté cette année à une vague de chaleur qui a parfois dépassé les 50 degrés, impute ces inondations au changement climatique. Selon l'ONG Germanwatch, le Pakistan figure en 8e position des pays les plus menacés par les phénomènes météorologiques extrêmes. C'est terminé pour cette session d'information sur Speedline Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube également, sur le www.speedlinetvbn.com. Portez-vous bien, prenez soin de vous, des autres également, et que Dieu nous garde. Thank you.